à l'international pour développer leur chiffre d'affaires export, en les accompagnant à la fois sur l'approche commerciale des marchés étrangers et aussi sur des aspects de réglementation internationale, comme aujourd'hui l'export control. Notre intervenant pour cet atelier est Édouard Herbock, responsable du contrôle des exportations chez Thales Aerospace Communication. Durant ce webinaire, Édouard vous présentera les principales réglementations et sanctions internationales en vigueur, les risques encourus en cas de non-respect de celles-ci, et il vous donnera des conseils pour vous assurer de la conformité de vos transactions. Pour poser vos questions, vous avez un chat à disposition. Les questions seront traitées à la fin du webinaire. Euh, Comme toujours, la présentation sera envoyée d'ici quelques jours en version PDF aux non-adhérents grecs et les adhérents pourront quant à eux, comme d'habitude, la retrouver sur notre site Ecobiz. Donc, je laisse Édouard se présenter et puis lancer le webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue également donc pour ce webinaire. Alors comme ça a été dit, donc je m'appelle Édouard Herbock, je suis actuellement responsable du contrôle des exportations dans une filiale de Thales en région parisienne qui s'appelle Thales Aerospace Communications. Euh, je fais du contrôle des exportations depuis maintenant environ 4 ans et je suis passé alors, dans différentes entreprises ces dernières années, notamment en région grenobloise chez Air Liquide Advanced Technologies et puis avant ça chez Airbus et Orano euh, dans le domaine nucléaire. Donc l'objectif effectivement de ce webinaire, ça va être de vous permettre en fait d'appréhender un peu mieux ce qu'est le contrôle des exportations, ce que sont les sanctions internationales, les risques qui sont liés à ces domaines, et puis la manière dont on peut se poser les bonnes questions pour mettre en conformité son entreprise sur ces deux domaines-là qui deviennent, qui sont déjà, hein, mais qui deviennent chaque jour qui passe des domaines de plus en plus clés de la conformité au sens large euh, avec, on le verra, des sanctions qui croissent hein, au fur et à mesure, et puis des enjeux qui sont de plus en plus importants du fait des évolutions géopolitiques, notamment ces dernières années et ces derniers mois. Donc, effectivement, ce sont en fait des sujets cruciaux. Donc, comme je vous ai dit, du fait de la situation géopolitique, de ce qui se passe, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine, de ce qui peut se passer également dans des conflits, on va dire, moins développés géographiquement, mais entre Israël et Gaza, parce que on se pose la question de à qui est-ce qu'on envoie de l'équipement, à qui est-ce qu'on envoie des armes, pour quel usage, etc. C'est aussi, ce sont aussi des enjeux qui découlent de la guerre économique on pourrait en parler longuement, mais qu'on peut voir croître également entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Et puis aussi des domaines qui découlent du progrès scientifique dans des domaines de pointe. Alors, par exemple, le quantique, l'informatique quantique, les semi-conducteurs, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, ou encore la biologie, du fait simplement que certains États sont en pointe sur ces domaines-là et ne veulent pas ou veulent en tout cas freiner on va dire le progrès d'autres États qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes objectifs euh, à, à l'échelle mondiale. Voilà, hein, un exemple très simple sur le quantique, c'est les États-Unis qui voudraient éviter que la Russie ne monte trop vite en compétence sur ce domaine-là ou sur les semi-conducteurs. C'est un exemple que je n'ai pas encore donné, c'est de Taïwan et de la Chine, avec pareil les États-Unis qui souhaitent garder la main sur la fabrication des semi-conducteurs et éviter que la Chine ne prenne trop de poids en fait sur ce domaine-là. Tout ça, en fait, la conséquence de tout ça, ce sont des risques de détournement accrus. Donc l'idée, vous l'avez compris, du contrôle des exportations, c'est dans le nom, c'est d'éviter que certains matériels, certaines armes, certains biens puissent se retrouver dans les mauvaises mains. C'est pas le seul objectif, mais c'est l'objectif principal. Euh, et donc voilà, on va voir comment est-ce que on peut faire en sorte d'éviter, enfin en tout cas de limiter ces risques de détournement et comment est-ce qu'on respecte les réglementations qui sont en vigueur. Donc il y a trois grands objectifs dans ce webinaire. Le premier, ça va être d'essayer de comprendre au moins en surface les bases du contrôle des exportations et des sanctions internationales.
Le deuxième objectif, ça va être d'identifier les ressources, que ce soit sur Internet ou ailleurs, et les interlocuteurs clés dans ces domaines-là. À qui est-ce qu'on peut poser des questions? Quelles sont voilà, les grandes procédures à suivre? Et puis en troisième lieu, je vais essayer de vous fournir, autant que faire se peut, des actions et des questions concrètes en fait, qu'il faut que vous vous posiez pour évaluer la conformité de votre structure aux réglementations en vigueur. Euh, voilà, j'espère que c'est un programme qui va vous plaire, et donc on va voir ça dans la suite. Oui, Ouais, je vous laisse prendre la main pour le sondage. oui, alors on commence par un petit sondage. Quel est votre niveau de connaissance en export contrôle? Débutant, intermédiaire ou avancé? Alors, le sondage devrait s'afficher pour que vous puissiez répondre. Voilà, donc l'idée c'est de voir un petit peu quel public est-ce qu'on a aujourd'hui sur ce webinaire et pourquoi pas d'adapter un petit peu le discours en fonction. Bah, écoutez, on va tout de suite, on voit qu'on a 46% des personnes qui nous disent qu'ils sont débutants, 45% plutôt intermédiaires et 9% qui se considèrent avancés. Bon, très très bien. Bon, bah écoutez, on est dans les clous de la présentation. C'est parfait. Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre et puis je vous propose qu'on continue tout de suite. Alors, ce que j'aime bien faire en général, que ce soit dans les formations que je donne ou quand je présente l'export contrôle, c'est parler tout de suite des sanctions. Pourquoi est-ce que le contrôle des exportations est essentiel? Ben, la première chose, c'est parce qu'il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer si vous ne respectez pas les réglementations en vigueur. Comme toute réglementation, les réglementations liées au contrôle des exportations et aux sanctions internationales doivent être respectées par les entreprises dès lors qu'elles s'insèrent dans ces réglementations, c'est-à-dire dès lors qu'elles exportent et qu'elles exportent des biens qui sont évidemment contrôlés à l'exportation. Alors il y a plusieurs types de risques, j'ai divisé en deux grandes catégories. La première catégorie sont les risques juridiques et financiers, tout simplement. Donc on va retrouver des amendes qui peuvent se chiffrer en millions d'euros et des peines de prison. Alors ce sont des amendes la plupart du temps douanières, hein, voilà, quand vous exportez en non-conformité, que la douane s'en rend compte et que après coup, eh ben, vous recevez une amende pour cela. J'ai mis entre parenthèses la responsabilité pénale du dirigeant parce que, donc en général, c'est l'entreprise qui doit payer l'amende, mais il n'est pas exclu que la responsabilité du dirigeant soit également retenue. Donc c'est quelque chose en général qu'on aime bien faire comprendre aux dirigeants et aux personnes enfin en fait voilà, au groupe de personnes qui dirigent une entreprise, c'est que les réglementations s'appliquent à leur entreprise, mais présentent aussi des risques pour eux-mêmes personnellement. Et c'est pourquoi ils doivent mettre tout en œuvre pour s'assurer que leurs entreprises sont en règle à ce niveau-là. Il y a évidemment un risque de confiscation des biens qui seraient exportés sans respecter la réglementation en vigueur. Le risque de retrait des autorisations d'exportation si vous demandez bel et bien les autorisations d'exportation à l'administration, mais que eh ben, vous ne respectez pas leurs conditions ou que vous continuez à exporter sur d'autres flux des biens ou vers des destinations qui ne seraient pas couvertes par ces autorisations d'exportation. Et ça, ben, ça peut entraîner évidemment des pénalités de retard contractuel si vous vous êtes engagé à livrer un bien à une date précise avec votre client et que vous n'êtes pas en mesure de le faire puisque vous n'avez plus les autorisations d'exportation en main. Il y a évidemment donc les sanctions réputationnelles. Donc là, c'est ce qu'on voit beaucoup ces derniers temps et je vous donnerai un exemple juste après. Mais évidemment, si si vous devez payer une amende en lien avec le contrôle des exportations, si vous faites la une des journaux parce que vous avez livré des biens vers un pays ou vers une entité sanctionnée, évidemment, on risque de moins vous faire confiance à l'avenir et, euh, et donc vous risquez une perte de confiance des tiers avec lesquels vous travaillez, de vos partenaires. Mais vous risquez également donc les fameuses blacklists, hein, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps également, c'est-à-dire que vous risquez d'être tout simplement listé, vous aussi, sur des listes d'entités sanctionnées, sur des blacklists, et d'être exclu de certains marchés de ce fait. Donc l'exemple dont on a, je pense, tous entendu parler,
ces dernières années, c'est évidemment l'exemple d'Airbus qui a passé un accord avec les administrations françaises, britanniques et américaines pour en fait se sortir d'accusations de corruption et d'accusations d'avoir enfreint le contrôle des exportations américains. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, le compte-rendu est disponible publiquement sur le site du ministère de la Justice américain. Airbus a accepté de payer 4 milliards de dollars de pénalité. Bon, évidemment, Airbus est un gros groupe, c'est un des plus gros groupes français. Toutes les entreprises n'auraient pas à payer 4 milliards de dollars, mais vous voyez que l'administration américaine ne plaisante pas et que voilà, il est vraiment primordial de respecter ces réglementations-là pour éviter de prêter le flanc en fait, à la moindre amende. Alors en réalité, sur ces 4 milliards de dollars, Airbus, c'est 10 millions de dollars qui sont liés au fait qu'Airbus ait pu ne pas respecter les réglementations export contrôle américaines. Mais au-delà de ces 10 millions de dollars, en fait, Airbus a été obligé également de mettre en place ce qu'on appelle un plan de conformité interne supervisé par l'administration américaine. C'est-à-dire que l'administration américaine met son nez dans les affaires d'Airbus. Et là, vous commencez à comprendre que le contrôle des exportations, ce ne sont pas seulement des réglementations, mais également un moyen de guerre économique, ou du moins, pour certains États, voilà, de pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe chez certains concurrents, chez certaines entreprises. Et Airbus également a dû nommer ce qu'on appelle un Special Compliance Officer américain parmi ses équipes, pareil, pour suivre la mise en place du plan de conformité interne. Voilà, donc au-delà de l'argent, il y a vraiment cette composante où l'administration américaine, ou comme d'autres, hein, peut venir, mais notamment l'américaine, peut venir regarder vos dossiers, ouvrir un petit peu vos armoires, etc. Et puis venir chercher des éléments qui leur permettraient de démontrer que vous n'avez pas respecté comme il se doit les réglementations en vigueur. Alors justement, que sont en fait ces régimes en vigueur? Et en fait, c'est une des principales raisons pour lesquelles le contrôle des exportations peut être difficile à appréhender par nous tous, c'est la diversité des réglementations qui traitent du contrôle des exportations, mais aussi des sanctions internationales. Donc, on a évidemment la réglementation française qui s'applique aux entreprises françaises, mais au-delà de ça, on est français, donc on a les réglementations européennes qui s'appliquent. Et puis qui dit Union européenne dit en fait Royaume-Uni, puisque ils ne sont plus dans l'Union européenne, donc ils ont dû mettre en place ou remettre en place des réglementations qui leur sont propres et qui viennent en fait s'ajouter à ce qu'on connaissait lorsqu'ils étaient encore membres de l'Union européenne. Et puis, évidemment, donc je viens de vous en parler, on a la réglementation américaine qui, elle, est extraterritoriale. On va en parler un petit peu, mais qui, du coup, s'applique au monde entier. Et donc, peut parfois nous mettre en difficulté, puisque vous voyez déjà que si vous êtes une entité française qui travaille avec une entité britannique, vous devez respecter la réglementation française, vous devez respecter la réglementation de l'Union européenne, la réglementation britannique, mais en plus, vous devez vous poser un certain nombre de questions pour vous assurer, ou pas, de ne pas être soumis en plus à la réglementation américaine. Parce que votre produit a été fabriqué aux États-Unis, parce que ce qu'on appelle une US person a travaillé sur le produit que vous souhaitez vendre, eh bien, votre produit pourrait être soumis en plus à la réglementation américaine, et donc vous pourriez avoir des obligations supplémentaires à respecter vis-à-vis de l'administration américaine pour exporter en toute conformité. Et puis, alors le petit dernier, hein, donc c'est la Chine, évidemment, qui se met au diapason des États-Unis. Bon, ils ont raison, hein, ils font ce qui marche, c'est-à-dire qu'ils copient une bonne partie de la réglementation américaine, et notamment l'aspect extraterritorial, qu'on retrouve beaucoup moins dans la réglementation française, européenne et toutes les autres réglementations, finalement. Donc ça signifie que... Et bien maintenant, vous devez faire en sorte
de vous assurer de respecter vos propres réglementations, mais également les réglementations américaines et chinoises. Ça signifie faire une veille qui soit costaude dans le sens où il faut savoir où chercher l'information et que faire de cette information. Ça signifie qu'il faut aller chercher de l'information en anglais, qu'il faut aller chercher de l'information. Alors, parfois en chinois, bon, on se débrouille pour trouver des traductions, mais c'est parfois assez difficile même de trouver l'information en chinois. Donc c'est encore plus difficile de traduire cette information, parce qu'il faut d'abord la trouver avant de pouvoir la traduire. Bref, voilà, c'est vraiment un des gros enjeux pour moi du contrôle des exportations, c'est la multiplicité des régimes en vigueur, la multiplicité des réglementations, et donc la capacité d'un responsable export control, d'une personne qui a en charge la conformité à l'exportation, c'est vraiment sa capacité à prendre en compte tout ce qui est en vigueur aujourd'hui, tout ce qui s'applique à une transaction donnée, et d'être capable en fait de mettre tout ça en musique pour s'assurer que les bonnes autorisations d'exportation ont été obtenues, qu'on ne vient pas contrevenir à un régime de sanctions en vigueur, etc., etc. Alors, après la question des régimes en vigueur, le point c'est de savoir quels sont les biens qui sont contrôlés à l'exportation. Il y a deux grandes familles de biens contrôlés à l'exportation. Vous les voyez à l'écran. On a en premier lieu les biens militaires et en second lieu les biens à double usage. Alors, sur les biens militaires, c'est assez clair. La question principale qu'on doit se poser pour savoir si un bien, un produit est classé militaire au sens du contrôle des exportations, c'est: mon bien est-il spécifiquement conçu ou modifié pour un usage militaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été fabriqué à l'origine pour s'intégrer, par exemple, sur un porteur, sur un aéronef militaire? Si la réponse est oui, alors, selon toute vraisemblance, on a affaire à un bien militaire. Sinon, est-ce que un produit que je vends d'habitude, je ne sais pas, sur un aéronef civil, est-ce que je viens le modifier? Est-ce que je viens modifier le programme qui est à l'intérieur? Est-ce que je viens durcir les matériaux dont il est composé pour qu'il puisse résister à des conditions particulières opérationnelles? Si la réponse, encore une fois, est oui, alors il y a de grandes chances que votre bien soit devenu militaire, soit devenu classé militaire, et alors qu'il soit soumis aux réglementations militaires en vigueur. Donc je vous ai mis, alors vous aurez, comme on vous l'a dit, la présentation après le webinaire, mais je vous ai mis du coup un lien direct vers la liste des biens classés matériel de guerre et assimilés. Vous verrez que c'est une liste tout à fait compréhensible, dans laquelle on vient faire des contrôles F, tout simplement. On vient chercher des mots-clés et on vient voir si la radio ou l'avion qu'on est en train de fabriquer ou le composant qu'on est en train de fabriquer pour un avion peut rentrer dans une des catégories. La deuxième famille de produits contrôlés à l'exportation, ça va être tout ce qu'on appelle les biens à double usage. Alors là, c'est parfois un peu plus complexe. La définition générale de ces biens, ça va être les biens en fait qui sont destinés à des applications civiles, mais qui peuvent être utilisés à des fins militaires, qui peuvent être détournés à des fins militaires. L'exemple que moi je prends en général, c'est la turbine nucléaire. Parce que selon en fait, à qui vous vendez une turbine nucléaire, eh bien, l'utilisation ne sera pas forcément la même. D'un côté, on pourra tout simplement fabriquer de l'électricité, produire de l'électricité. D'un autre côté, on pourra peut-être enrichir de l'uranium pour une visée un peu moins pacifique. Voilà, fabriquer une bombe nucléaire. Pareil, je vous ai mis la liste des biens classés double usage, donc c'est un peu le même principe. On fait des contrôles F dans la réglementation et on vient chercher si les biens qu'on fabrique sont dans cette liste. Donc comme je vous disais, c'est un petit peu plus complexe dans le sens où généralement, on se pose la question de savoir si un bien est spécifiquement conçu ou modifié pour un usage militaire, pour savoir s'il est militaire, même s'il y a évidemment d'autres critères. Pour un bien à double usage, il va y avoir vraiment une question de spécification, une question de performance. C'est-à-dire que vous verrez dans la liste que si vous tapez justement turbine ou pompe ou autre, vous verrez qu'en fait, on va vous dire votre bien est double usage si il est capable d'avoir telle performance, de dépasser tel seuil de performance. Et que c'est vraiment ce genre de questions qu'il va falloir se poser pour savoir si un bien est double usage ou non. Donc, en termes de processus clé, je dirais que la première chose à faire,
pour vous, pour savoir si vous êtes soumis au contrôle des exportations, c'est d'identifier si les produits, les biens que vous fabriquez ou que vous vendez sont contrôlés à l'exportation. Donc ça passe par des recherches dans les listes dont je vous parlais à l'instant. Le second point, eh bien, c'est de vérifier du coup si une licence d'exportation est nécessaire. Donc là, ça va passer par en fait une analyse assez générale, c'est-à-dire que vous allez vous demander si votre bien est classé, vous allez regarder la destination du bien, son destinataire, à qui est-ce que vous vendez, et puis l'utilisation qui est projetée de ce bien. Et puis enfin, eh ben, si vous considérez qu'une licence d'exportation est nécessaire, vous allez contacter l'administration compétente pour demander une licence d'exportation, une autorisation d'exportation. Hop, je vous redonne la main pour le petit sondage. Oui, merci. Alors, votre entreprise a-t-elle déjà dû demander une licence d'exportation? Donc là, vous allez pouvoir répondre oui régulièrement, parfois ou jamais. Alors, on a la moitié des participants qui n'ont jamais été dans la situation de devoir demander une licence d'exportation. D'accord. Voilà, et puis 35% parfois et 17% très régulièrement. Merci beaucoup. Bon, eh Voilà, ben, alors pour la, info, Édouard, il est 11h20. ouais, la question à vous poser, c'est puis-je être soumis au contrôle d'exportation? Est-ce que mes produits peuvent entrer dans les fameuses listes? Donc, à vous, si vous ne l'avez jamais fait, d'aller parcourir ces listes-là pour savoir si oui ou non vous pouvez avoir besoin de licence. Donc, pour demander une licence d'exportation, alors évidemment, je ne vais pas vous décrire tout le processus, ce serait trop long. Encore une fois, je vous ai mis les liens vers les portails de l'administration militaire, donc de la Direction générale de l'armement, le portail vers le service des biens à double usage. Donc, sur ces sites internet-là, vous allez trouver une grande partie des informations nécessaires pour justement vous aider parfois à classer vos biens, parfois à demander les licences d'exportation, etc. Et puis les liens vers les plateformes Sigal et Egide, qui sont les plateformes où on demande justement ces licences d'exportation. Pour faire très court, le processus de demande de licence est à peu près similaire, que ce soit pour un bien à double usage ou pour un bien militaire. On dépose une demande sur les plateformes Sigal et Egide. L'administration concernée vient faire un examen de recevabilité, vient vérifier que vous avez bien rempli tous les champs en fait, et que votre demande est compréhensible. Et ensuite, la demande est examinée, ce qu'on appelle en interministériel. Donc, il y a plusieurs ministères qui sont sollicités dans ce process, notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées et le ministère des Finances, qui viennent chacun donner leur avis sur la pertinence de votre exportation. Et puis ensuite, eh bien, selon les avis des différents ministères, vous recevez ou pas ce petit papier douanier qu'on appelle la licence d'exportation et qui vous permet donc de procéder à votre exportation. Donc encore une fois, sur les différents portails, là, vous trouverez des guides, des procédures, des contacts et puis les principaux templates de documents en fait, à remplir ou à faire remplir à vos clients si vous exportez du matériel contrôlé à l'exportation. Alors, on va passer maintenant sur la partie sanctions internationales. Donc, un rapide tour d'horizon. Il y a beaucoup d'entités qui sont en mesure d'imposer des sanctions, parmi lesquelles donc l'Organisation des Nations Unies qui prennent plutôt des sanctions vraiment globales ou voilà, du fait de la situation dans un pays ou sur un continent. L'Union européenne qui peut prendre des sanctions sectorielles et plus ciblées, donc qui peut sanctionner, je ne sais pas, en Russie par exemple, le secteur de l'aviation dernièrement, mais aussi geler les avoirs de personnes bien déterminées comme certains oligarques ou certaines personnes proches du gouvernement russe. Aux États-Unis, on a l'OFAC, qui est l'Office of Foreign Assets Control, donc qui est à peu près l'équivalent, c'est-à-dire que l'OFAC également peut geler les fonds de certaines personnes et puis gère les listes de sanctions aux États-Unis et les embargos que les États-Unis prennent envers certains pays. Et enfin, en France, on a la Direction générale du Trésor, qui est l'équivalent. C'est cette direction générale qui prend les sanctions et très important aussi, qui est en mesure de les interpréter. C'est-à-dire que si vous avez un doute par rapport aux sanctions européennes, eh ben, c'est vers la Direction générale du Trésor qu'il faut vous tourner pour demander une interprétation ou de l'aide pour bien comprendre et être sûr
d'exporter en toute conformité lorsque vous avez un doute vraiment sur l'aspect sanction. Il y a plusieurs types de sanctions, évidemment. Donc, comme je vous le disais, des sanctions de type financière, avec des gels des avoirs, des interdictions de transactions. Il y a des sanctions commerciales, donc des embargos. Les États-Unis, par exemple, ont des embargos envers Cuba, envers l'Iran, etc. Et des sanctions sectorielles, donc, par exemple, les interdictions d'exporter des technologies spécifiques. Donc, dernièrement, Trump, qui s'est beaucoup penché sur les semi-conducteurs et fait tout pour éviter que la Chine puisse mettre la main sur certains semi-conducteurs qui auraient une puissance trop importante. Donc, bon, les logos que je vous ai mis là sur la slide sont cliquables, ça vous emmène directement sur les sites internet et donc les différentes listes de sanctions. Ce qu'il faut faire en fait pour vérifier que vous n'êtes pas concerné, ça va être ce qu'on appelle de faire vos due diligence, votre screening. Donc, il faut identifier en fait à chaque fois les entités qui sont présentes au schéma commercial et logistique de votre transaction. Donc ça peut être votre ou vos clients, les destinataires de vos marchandises, les éventuels intermédiaires, et puis les destinataires finaux et utilisateurs finaux des produits. Donc il faut en fait venir taper leur nom, le nom de leur société dans ces moteurs de recherche et vous assurer que ils ne se retrouvent pas sur des listes de sanctions. Et en fait, si ceux-ci ressortent dans les résultats, derrière, il y aura des questions à se poser du type est-ce que c'est seulement une sanction américaine qui s'applique qui empêche seulement les personnes américaines de faire du business avec telle ou telle entreprise, telle ou telle entité, telle ou telle personne, ou est-ce que moi-même en tant qu'Européen, je dois respecter ces sanctions et donc je dois couper tout lien commercial avec cette entité. Ça, c'est notamment important quand vous exportez des biens qui sont soumis aux réglementations export contrôle américaines, puisque en fait, de fait, vous avez un lien avec le territoire américain et vous prenez le risque d'être soumis, comme on le disait, aux réglementations extraterritoriales américaines. Donc, on s'approche un peu de la fin de la présentation. Alors, je trouvais important de vous donner quelques bonnes pratiques, quelques outils en fait pour vous donner des pistes dans le cas où vous cherchez à mettre en conformité votre entreprise ou en tout cas dans le cas où vous commencez à vous poser des questions à ce niveau-là. Alors la première chose, comme je l'ai dit sur la slide précédente, ça va être de mettre en place un processus obligatoire de screening des tiers. Donc à chaque fois que vous ouvrez une relation d'affaires avec un sous-traitant, avec un client, avec n'importe qui, un fournisseur, eh bien, une bonne pratique serait de venir en fait taper son nom dans les différents moteurs de recherche pour vous assurer que cette personne n'est pas listée sur une quelconque liste de sanctions. Le deuxième point, évidemment, ça va être de classer les biens que vous fabriquez et que vous vendez pour voir si peut-être vous tombez dans une catégorie de biens militaires ou une catégorie de biens double usage. Et donc, peut-être que vous avez besoin de demander des licences d'exportation à l'administration. Un autre point, ça va être évidemment de sensibiliser régulièrement les fonctions concernées. Alors, je dis sensibiliser, mais ça peut être formé. Il y a plusieurs niveaux de sensibilisation et de formation. Pour moi, les fonctions principalement concernées vont être les assistants des ventes parce qu'ils voient passer un peu toutes les transactions, les commerciaux parce que on sait que ils ont tendance à tirer un peu dans tous les sens et qu'il faut parfois s'assurer qu'ils ne vont pas chercher des clients sur des destinations qui seraient un peu problématiques pour vous selon, encore une fois, le classement de vos produits. Les ingénieurs sont aussi très importants à former puisque c'est eux qui connaissent les produits et qui vont pouvoir vous guider dans leur classement. Les dirigeants, évidemment, parce qu'ils ont un rôle au moins une direction à donner à l'entreprise en termes de conformité. Ils peuvent mettre les moyens sur la table lorsque c'est nécessaire pour justement assurer la mise en conformité de l'entreprise, la mise en place d'un plan interne de conformité sur le contrôle des exportations ou sur les sanctions internationales. Et puis l'équipe juridique aussi, puisque il faut aussi penser à mettre en place des clauses dans les contrats
qui permettent en fait à votre entreprise de se protéger sur ces domaines-là. Récemment, parmi les sanctions européennes qui ont été prises, l'Union européenne oblige les entreprises européennes à intégrer ce qu'on appelle la clause No Russia, No Belarus dans ces contrats, c'est-à-dire que l'objectif est d'éviter contractuellement toute réexportation de biens sensibles vers la Russie ou la Biélorussie. J'aurais pu évidemment citer beaucoup d'éléments encore, mais je pense que vous avez compris les idées principales. Et enfin, donc, je vous ai mis quelques ressources utiles, des sources officielles comme non officielles. Donc, je vous ai mis le lien vers le site de la Commission européenne qui reprend les principaux éléments à avoir en tête lorsqu'on souhaite exporter des biens à double usage. Le lien vers le site de la Direction générale du Trésor vers la page sanctions économiques internationales qui vient reprendre également les principales informations en la matière. Un lien vers un blog d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Baker McKenzie qui vient reprendre les principales informations quant aux sanctions et à l'export contrôle. C'est un bon moyen de faire une veille un peu centralisée. Et puis, je vous mets également les liens des réglementations américaines. Alors là, bon courage si vous plongez dedans sans les connaître. Mais voilà, les réglementations double usage et militaires américaines qui sont parfois un peu touffues. Et enfin, alors je vous ai mis LinkedIn. Pourquoi? Parce que moi-même, en fait, je fais beaucoup ma veille sur LinkedIn. Il se trouve qu'en suivant les bonnes personnes, les bons professionnels en fait dans le domaine du contrôle des exportations et des sanctions internationales, il est vraiment possible de récupérer les bonnes informations au bon moment sur LinkedIn. Alors, fort de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, je vous propose un dernier sondage et je vous propose de répondre à la question suivante. Parmi ces plaques, lesquelles sont contrôlées à l'exportation? Et je vous laisse reprendre la main pour le sondage. Alors, est-ce que ce sont les plaques A? Est-ce que ce sont les plaques B? Ou est-ce que cela dépend de leur composition, niveau de performance, résistance à la température, au choc, radiation, vibration? Alors, on a 100% de réponse pour le C. Bon, je suis rassuré. Vous m'avez écouté, vous avez compris. Je suis très content. Bon, évidemment, voilà, pour résumer, je vais pas faire trop long là-dessus, mais évidemment, vous pouvez pas répondre comme ça A ou B, et que, comme je vous le disais sur une des slides précédentes, le classement d'un produit va dépendre soit de sa conception spécifique pour un usage militaire, soit de ses niveaux de performance, de sa résistance à certains facteurs comme la température, les chocs, les radiations, et donc va dépendre de sa composition également. Donc là, effectivement, on pourrait être en présence soit de plaques blindées pour, je sais pas, fabriquer un camion militaire, ou de plaques capable de résister à des conditions de radiation, de température et de vibration, à même de rentrer du coup dans la composition d'une fusée, pourquoi pas. Voilà, donc je vous félicite pour vos bonnes réponses. Voilà, on arrive au terme de la présentation. Je vous remercie pour votre attention, et puis évidemment je reste à l'écoute de toute question. Ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est évidemment que le contrôle des exportations et les sanctions internationales, c'est un domaine qui évolue constamment, notamment parce que c'est directement lié à la géopolitique et que vous n'êtes pas sans savoir que, notamment ces derniers mois, ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui bougent très très vite, et la réglementation en fait, essaye de suivre un peu ces évolutions. La clé, ça va être la vigilance, l'anticipation, et puis la mise en place de processus solides dont je vais pu vous parler pendant la présentation. Donc moi, mon conseil là, pour terminer, ce serait de vous inscrire aux newsletters réglementaires et d'utiliser les outils qui sont à votre disposition et dont je vous ai mis les liens, en tout cas pour une partie d'entre eux, dans cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edouard, pour cette présentation très intéressante. Alors, on a pas mal de questions. Alors, comme je l'ai dit, celles